Urgent. L'Ukraine a décidé d'aider ses voisins. Zelensky a mis Orban complètement KO. Loukachenko, c'est fini. Nouveau président en Biélorussie. Panique à Minsk. Le petit père fait ses valises. Zelensky sort son joker. Les Russes sont dévastés. L'Ukraine lance une méga arme de représailles. Ultime élan vers la victoire. Une invention secrète de nos ingénieurs fait vivre l'enfer à Moscou. Triomphe des forces ukrainiennes. Les poutinistes agonisent. L'armée russe fuit. C'est une déroute historique. L'armée ukrainienne se venge et arrache la victoire. Choc, négociation USA-Russie. Les masques tombent. Nouvelles conditions mondiales. Les anciennes règles sont caduques, mais rien n'est simple. Ces secrets de coulisses ont tout simplement ébranlé le monde. Tout cela à suivre dans notre émission Point chaud. En ce moment, Zelensky lance l'offensive en Biélorussie. Les tours de drones Shahed explosent. Prochaine étape, la Transnistrie. La Russie est chassée sans ménagement. Loukachenko a déjà fait ses valises. Zelensky a entamé un nettoyage féroce de Moscou. Voici les détails. L'Ukraine tente d'aider ses voisins sous influence russe. Les rumeurs s'intensifient sur une aide ukrainienne à la Moldavie pour libérer la Transnistrie. Ils y maintiennent leur groupement militaire. Tout va pour le mieux pour eux là-bas. C'est une menace croissante pour nous et nous pourrions régler ce problème si nous nous y mettions. Le régler de façon radicale. Mais est-il nécessaire de le faire ? C'est là que les questions géopolitiques entrent en jeu. Une enclave dont le but est de déstabiliser tant la République de Moldavie que l'Ukraine. Il est déjà clair que si la Russie ne gagne pas sa guerre d'usure contre l'Ukraine, les jours de la Transnistrie sont comptés. La République autoproclamée cessera d'exister pour redevenir une simple région moldave. Et les forces russes stationnées sur ce sol étranger seront expulsées de Moldavie, comme elles l'ont été d'autres pays où elles ont tenté d'implanter leurs racines sanglantes. Bien que Poutine méprise publiquement la Moldavie, les Russes s'ingèrent sans cesse dans sa politique et ses élections pour y placer leurs candidats et contrôler la Transnistrie occupée. La Moldavie est l'un des pays les plus pauvres d'Europe. Il y a peu encore, c'était le pays le plus pauvre de tout le continent. Aujourd'hui, l'Ukraine a pris cette triste place d'honneur. Pour nous, la présence de ce pays au sein de la CEI n'a pas de grande valeur. Ils ont besoin qu'ici, en Moldavie, il y ait... Comment dire ? Un autre pays dans les élections duquel les Russes s'ingèrent déjà, la Hongrie. Les stratèges russes tentent de faire réélire l'actuel Premier ministre Orban et bâtissent sa campagne et la politique du pays sur la haine de l'Ukraine. Nous ne voulons pas que les Ukrainiens nous entraînent dans leur guerre. Nous ne voulons pas que des Hongrois aillent mourir pour l'Ukraine. Nous ne voulons pas que nos agriculteurs soient ruinés. Nous ne voulons pas que l'Europe devienne leur repère de mafieux. Nous ne voulons pas que l'argent des Hongrois soit envoyé en Ukraine. L'Ukraine mène une politique anti-hongroise très explicite. Et les Ukrainiens attendent que Bruxelles et leurs alliés hongrois fassent pression sur la Hongrie pour qu'elle serve leurs intérêts. La Hongrie fournit 30 à 40% de l'électricité importée par l'Ukraine. Et là, notre gouvernement peut créer des problèmes. Les Ukrainiens feraient un bien de s'en souvenir quand ils planifient de bombarder ou non l'oléoduc Druzhba. Qu'ils gardent donc cela bien à l'esprit. Le président Zelensky a déjà menacé Orban pour qu'il cesse ses nuisances, car elles coûtent des vies ukrainiennes. Orban, de son côté, a inventé une fausse information sur des menaces contre sa famille. Les Russes nous tuent et on devrait donner du pétrole à Orban parce que le pauvre ne peut pas gagner ses élections sans ça. Espérons que cet individu ne bloquera pas les 90 milliards au sein de l'Union, ou la première tranche de ces 90 milliards, et que les soldats ukrainiens auront des armes. Sinon, on donnera son adresse à nos forces armées, à nos gars, qu'ils l'appellent et qu'ils lui parlent dans leur propre langage. Les Ukrainiens menacent ma famille, mes enfants et petits-enfants. Tout va bien, mais il y a des limites. En ce moment, ma famille se réunit. Je leur ai demandé de prendre ça au sérieux, mais sans avoir peur. Même si ce n'est pas normal dans notre vie quotidienne. Nous trouverons comment nous adapter à cela. Comme on le voit, cela ne semble pas trop perturber Orban. Pas trop, car en période de campagne électorale, tous les moyens sont bons, y compris le fait de déclarer un pays voisin comme ennemi, simplement parce qu'il refuse de financer une guerre dirigée contre lui-même. On peut espérer qu'une fois la campagne terminée,
le Premier ministre hongrois sera bien plus prudent dans ses propos. Et il ne pourra plus exiger de l'Ukraine qu'elle accepte toutes ses visions politiques de l'avenir, y compris ses conceptions sur les liens avec Moscou. Après le déploiement d'Orechnik en Biélorussie et l'aide au guidage des frappes de Shahed sur l'Ukraine, le président Zelensky a menacé Loukachenko de conséquences pour son implication dans la guerre. Ce sont les fantasmes personnels de Loukachenko qui croit vraiment, ou du moins espère, qu'on l'aidera, s'il continue à s'impliquer dans cette guerre. De plus, nous n'en sommes plus à la première année de guerre. Et c'est désormais une guerre technologique. Nous n'utilisons pas nos drones contre la Biélorussie. Parce que nous ne sommes pas en guerre contre eux. Je le souligne encore une fois. Nous ne sommes pas à la première année de guerre et nous n'avons pas à nous soucier des effectifs et de nos militaires. Nous pouvons contrôler beaucoup de choses depuis le territoire de Kiev. Il doit donc reprendre ses esprits, comme on dit, découvert et ne pas s'impliquer dans la guerre. Et après que le président ukrainien a imposé des sanctions contre Loukachenko et rencontré l'opposition biélorusse, le dictateur a frôlé l'hystérie. Comment faire gober au peuple via les journalistes ou d'autres ces conneries, excusez-moi, que tout irait bien chez nous, voyez-vous, mais que les sanctions de l'Ukraine nous en empêchent. Si certains y croient encore, ce n'est sûrement plus le cas des Biélorusses. Les Biélorusses sont des gens pragmatiques. Nourris-moi d'abord et après tu pourras me raconter tes histoires. Habille-moi. Mais si l'on comprend que les Biélorusses eux-mêmes ne soutiennent pas du tout le choix politique que Loukachenko a fait pour eux en usurpant le pouvoir, alors la pression sur Moscou et Minsk pourrait tôt ou tard mener à un changement de régime. Ou du moins au fait que Poutine ne puisse pas ou ne veuille pas apporter à Loukachenko son aide en cas de nouveaux mouvements de protestation en Biélorussie. Mais après tout, Poutine n'a déjà pas aidé Bachar al-Assad ni Nicolás Maduro. La Russie s'affaiblit de jour en jour. Et cela se ressent surtout dans les pays où les troupes russes ou l'argent du Kremlin ont réussi à s'infiltrer. Et peut-être que très bientôt, les peuples de ces pays pourront reprendre ce qui leur revient de droit. La Russie est à l'agonie. Poutine s'est terré dans son bunker. Les prédateurs ukrainiens rayent une usine russe de la carte. Mais c'est l'élan final, ça donne des frissons. Un développement secret des ingénieurs ukrainiens. Nos drones tueurs ont offert aux occupants un aller simple, dépassant toutes les attentes les plus folles, détaille dans le reportage. La ville russe de Toula, à près de 500 km de la frontière ukrainienne. L'usine de cokéfaction est en feu. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Sur les réseaux, les locaux débattent. Frappe de drones ukrainiens ou panne technologique. Mais l'usine métallurgique fournit du métal et des ferroalliages aux usines de défense de la Fédération de Russie. Et voici une frappe confirmée des forces ukrainiennes sur un dépôt pétrolier dans le kraï de Krasnodar. Bref, voilà ce qui se passe là-bas. Regardez, le pétrole brûle. Après la frappe, l'incendie s'est déclaré simultanément sur 3 sites du dépôt pétrolier. Le nœud pétrolier de Tikhoretsk est l'un des plus grands points de transbordement de pétrole du sud de la Russie. Plus tôt, Gazprom a annoncé que les 10 et 11 mars, des stations de compression ont été attaquées. Rouskaya, Beregovaya et Kazachia, qui assurent les livraisons via les gazoducs Turkstream et Bluestream. Le transport de gaz vers la Turquie par l'un ou l'autre de ces gazoducs sera interrompu. Et c'est en somme un coup très dur, fondamentalement, porté aux revenus du gaz russe qui sont déjà, par exemple, en baisse. La veille, les forces ukrainiennes ont mené ce qui est sans doute leur frappe la plus massive à ce jour. Des missiles Storm Shadow ont frappé l'usine Kremny L à Bryansk. Kremny L produit des composants pour les missiles Pantsir et Iskander. Selon les forces ukrainiennes, au moins 5 missiles ont touché l'usine elle-même. C'était une attaque unique contre le complexe militaro-industriel russe, car les frappes étaient guidées en temps réel. C'est le premier cas connu où une frappe sur une entreprise stratégique de la défense russe a été ajustée en temps réel par un drone. Les hauts fonctionnaires se posent donc la question fatidique. Mais où est la défense anti-aérienne russe ? Où est notre DCA ?
D'abord, la DCA a été envoyée pour protéger Moscou, la résidence de Valdaï et Saint-Pétersbourg. Ce sont les principaux sites protégés par la défense antiaérienne russe, sans oublier le front, bien sûr. Pour tout le reste de l'immense Russie, la défense antiaérienne est insuffisante. Les attaques ukrainiennes par missiles et drones deviennent de plus en plus fréquentes et efficaces. En plus du manque de DCA russe pour couvrir tous les sites stratégiques, l'Ukraine a considérablement augmenté sa production de drones. L'accent était mis sur les frappes en profondeur, au cœur du territoire de l'agresseur. Les drones FP1 et FP2 y participent activement et font l'objet d'une modernisation constante, quasiment en temps réel. Dès à présent, le FP2 frappe à 200 km et le FP1 jusqu'à 1000 km. Nous préparons de gros drones pour une portée qui peut aller jusqu'à 1000 km. Nous ferons en sorte que le FP1 puisse atteindre 1000 km. On a déplacé le réservoir dans l'aile et il transporte désormais 105 kg sur 1000 km. Et maintenant, nous modifions et allons installer une aile réservoir. Cette aile réservoir permettra d'augmenter la puissance du FP2 avec une capacité allant jusqu'à 158 kg de munitions. Actuellement, la société Firepoint produit 200 drones, des FP1 et des FP2 par jour. Et ce nombre va augmenter. Comme le montre la tendance des derniers mois en matière d'attaque de missiles et de drones, l'Ukraine a repris l'initiative face à l'agresseur. Et comme il s'agit pour la plupart d'armes de fabrication ukrainienne, Kiev n'a pas besoin de demander de permission. Ainsi, les frappes en profondeur contre le complexe militaro-industriel russe ne feront que s'intensifier. Poutine est furieux, l'armée russe perd du terrain et fuit en panique, l'armée ukrainienne passe en mode liquidation. C'est une déroute historique, les pro-Poutine sont à l'agonie face à l'effondrement du front. Ce que le bunker craignait le plus est arrivé, une contre-offensive mortelle, le tournant que tout le monde attendait. Voici les détails. Les forces armées ukrainiennes poursuivent leur contre-offensive. Cet hiver est décisif et c'est lui qui pourrait mener à une libération rapide de l'Ukraine par les Ukrainiens. Nous ne sommes pas des crabes, personne n'ira de côté ou en arrière. Nous irons de l'avant. Au sud de la région de Dnipropetrovsk, lors d'une opération, les soldats de la 425e brigade d'assaut séparée Skala ont percé les défenses ennemies. Ils ont progressé de plus de 10 km et ont libéré le village de Ternova. Dans le secteur d'Olexandrivka, les forces de défense mènent une opération offensive planifiée. Selon le chef de la direction opérationnelle de l'état-major général, le général de division Oleksandr Komarenko, les militaires ukrainiens ont libéré plus de 400 km² de territoire. Presque tout le territoire de la région de Dnipropetrovsk a été libéré. Il reste 3 petites localités à traiter et 2 autres à nettoyer. D'ailleurs, grâce à ces actions intensives, nous avons une dynamique positive en février. Plus de territoires ont été libérés que perdus. Et cette ville ukrainienne, la propagande russe l'a prise et l'a solennellement inscrite au rang des victoires à plusieurs reprises. Aujourd'hui, elle devient le symbole douloureux d'un échec. Kupiansk. Même les blogueurs Z les plus acharnés annoncent déjà sa perte. Kupiansk est pratiquement entièrement perdu. La ville est totalement encerclée. Au centre, il ne reste que quelques petits groupes de pointe qui tentent de s'extraire progressivement de l'encerclement. Hier encore, ces mêmes sources rapportaient fièrement le contrôle de la zone, parlant de nettoyage et d'une avancée certaine. Aujourd'hui, ils sont forcés d'admettre que rien ne s'est passé comme prévu. Il n'y a plus de défense stable ni d'ordre de bataille sur la rive gauche, Kupiansk-Vuzlovi. La localité est toujours sous le contrôle total de l'armée ukrainienne. Il est encore prématuré de parler d'un quelconque contrôle de la ville de notre côté, même minime. La situation est grave et on ne voit pour l'instant aucune tendance à une amélioration radicale. Les propagandistes ont admis qu'au centre-ville et dans les sous-sols des quartiers nord, il ne reste que des groupes isolés de soldats russes. Ils sont de fait abandonnés et coupés du monde, en isolation totale ou partielle, avec des communications hachées et sans ordre précis. Les secourir techniquement devient de plus en plus difficile. Le commandement russe semble les avoir abandonnés à leur sort depuis longtemps. Il ne reste qu'entre 10 et 20 survivants. Selon les blogueurs Z, la catastrophe est devenue inévitable après la coupure des systèmes Starlink. Le contact avec eux est instable ou inexistant.
L'évacuation, comme d'habitude, n'est pas la priorité des bureaucrates. Récemment, les forces de défense ont détruit le dernier bastion des occupants à Kupiansk, dans l'hôpital central. Des soldats russes abandonnés s'y cachèrent depuis 4 mois. Il est intéressant de noter qu'au début, la propagande russe a tenté de présenter les faits autrement. La chaîne Telegram Shot a affirmé que les forces ukrainiennes avaient frappé leurs propres troupes. Il fallait créer une illusion, il fallait donner l'impression que des combats étaient en cours à Kupiansk. Finalement, les chaînes Z ont dû admettre que des soldats russes encerclés se trouvaient bien dans l'hôpital. L'hôpital était à nous. L'ennemi l'a vraiment pilonné durant toute la semaine dernière. Sauf que l'ennemi visait nos gars, qui ont tout simplement été abandonnés là-bas. Les Russes se sont accrochés et s'accrochent peut-être encore au dernier morceau de Kupiansk. Au centre de Kupiansk, il y a vraiment eu ce foyer, ce point central de résistance. Vous savez, ce foyer de résistance acharnée, enfin, appelez ça comme vous voulez, ou comme on dit parfois, si vous préférez, c'est à vous de voir. L'intérêt de ce foyer pour les Russes était, à mon avis, de maintenir au moins une certaine illusion, même légère, d'une lutte pour Kupiansk, car c'est effectivement devenu l'objet d'intrigues au plus haut niveau à Moscou. Une autre preuve est venue de l'appel de la mère d'un des soldats coincés à Kupiansk. Cette femme a publiquement demandé au dictateur russe de faire évacuer l'unité de son fils. La lettre a été publiée par la chaîne Z Pionnier de la Réserve, qui avait déjà diffusé des photos de soldats russes dans cet hôpital. Consciente des difficultés de l'opération spéciale et de la situation actuelle à Kupiansk, je vous demande, en tant que commandant en chef, Vladimir Vladimirovitch, ainsi qu'au ministère de la Défense, de sauver nos enfants et de les sortir de l'encerclement. Je pense que ces gens qui se défendaient et restaient dans l'hôpital central, ou plutôt dans ses ruines, étaient condamnés d'avance. Enfin, vraiment, ces hommes étaient encerclés. Et le ravitaillement, d'après ce que je sais, ne se faisait que par drone. On ne peut pas transporter grand-chose avec des drones. C'est l'hiver, il fait froid, il faut bien se chauffer quelque part. Vous savez, la situation est vraiment dans l'impasse. Et pourquoi ne se rendaient-ils pas ? Eh bien, sans doute par peur de représailles contre eux, ou peut-être contre leur famille. Actuellement, les combats se poursuivent au nord du centre-ville, dans ce qu'on appelle la zone grise. Eh bien, les combats, ce sont des affrontements chaotiques, de petits groupes de personnes qui, d'un côté comme de l'autre, se traquent mutuellement à l'aide de drones, ou bien ils s'engagent dans des affrontements directs sur le terrain. Mais ici, sur cette carte, on voit une bande étroite comme celle-ci, une bande de cette fameuse zone d'infiltration. Les succès des forces armées sur le front ne sont ni un hasard ni une coïncidence. C'est l'un des résultats directs de la réforme des corps d'armée. Selon le commandant en chef Oleksandr Syrsky, il s'agit d'une refonte totale du système de commandement. Le passage au système de corps a permis de décharger le système de gestion et a considérablement amélioré la maîtrise des troupes. De plus, cette réforme a permis de planifier et d'exécuter les missions de combat plus efficacement. Le rythme des forces armées ukrainiennes ne fait que s'accélérer. L'armée ukrainienne accroît sa pression dans toutes les directions clés. En parallèle, la production nationale d'armes s'intensifie, des drones à la guerre électronique jusqu'au système longue portée. En même temps, les partenaires occidentaux continuent d'apporter leur soutien, notamment de l'autre côté de l'océan. Ils misent sur l'unité des Alliés pour fournir à l'Ukraine tout le nécessaire pour la défense et l'offensive. Tant qu'un accord de paix n'est pas conclu, vous comprenez, nous continuerons à vendre nos armes à nos alliés de l'OTAN. Et eux, à leur tour, les fourniront surtout à l'Ukraine pour qu'elle puisse se défendre avec des moyens anti-aériens et antimissiles, et ensuite avoir des armes offensives pour continuer à se battre, se protéger et s'assurer que leur pays ne soit pas envahi. Choc, une conspiration secrète aux États-Unis. Poutine et Trump décident du sort de l'Ukraine en privé. La Floride a bouleversé l'ordre mondial. Mais ce n'est pas si simple. Est-ce un coup de poignard dans le dos ou un plan astucieux? Tous les détails choquants des jeux de coulisses. Regardez. Des négociations secrètes entre Washington et Moscou ont eu lieu en Floride.
Selon les rumeurs, les thèmes principaux étaient l'Iran et l'Ukraine. Cependant, les deux parties ont préféré ne rien dire des résultats ni de l'ordre du jour de cette rencontre. Selon les rapports, les parties ont discuté de plusieurs points et ont convenu de rester en contact. Les pourparlers ont été constructifs, selon le représentant spécial américain Steve Witkoff. En confirmant sa thèse récente, selon laquelle les délégations présentes lors de ces négociations internationales approchent d'un moment décisif, il rappelle que cette étape pourrait s'avérer déterminante pour la suite du processus. Il souligne que les discussions en cours prennent une importance particulière, car elles pourraient bien marquer un tournant majeur dans l'évolution des négociations. En parle. Cela a pris plus de temps qu'ils ne le pensaient. Mais nous voyons des signes que les deux parties sont déjà fatiguées. Et j'espère que nous sommes au début d'un tournant. On sait que la partie russe aux négociations était dirigée par l'envoyé spécial du président russe Poutine, Kirill Dmitriev. Selon les experts, l'un des sujets de discussion pourrait être l'aide apportée à l'Iran par la Fédération de Russie. En transmettant des données de renseignement par satellite, Moscou a corrigé les frappes de missiles de Téhéran sur les bases militaires américaines. Et aux États-Unis, cette information a été perçue de manière extrêmement négative. Je voudrais vraiment que le Congrès ne se contente pas de discuter de choses et d'autres, mais qu'il aborde une question précise. Si des citoyens des États-Unis ont commencé à mourir sur des bases militaires dans la région, et s'il y a un rôle prouvé de la Russie, alors il vaut certainement la peine de poursuivre ces négociations de Witkoff avec Dmitriev. C'est leur agenda interne, et ce n'est pas à nous de leur dire quoi faire. Les experts n'excluent pas non plus que des négociations aient eu lieu concernant l'Ukraine. À l'approche de la réunion trilatérale des délégations de Kiev, Washington et Moscou, les États-Unis ont peut-être trouvé de nouveaux arguments de pression sur les Russes. En effet, compte tenu de la guerre au Moyen-Orient et des prochaines élections à la Chambre des représentants des États-Unis, la partie américaine est extrêmement intéressée par le succès des négociations. Trump le veut, et Trump le veut bientôt parce qu'il a besoin de ce résultat et d'une victoire, comme un changement de régime en Iran, oui, ce qui n'est pas une tâche facile, et la fin de la guerre, enfin un cessez-le-feu en Ukraine. C'est ce dont il a besoin avant les élections de mi-mandat. Les républicains pourraient un peu perdre la majorité et très probablement perdront la majorité actuellement au Parlement. Et cela, eh bien, pour n'importe quel président, complique considérablement le travail. Dans le même temps, une nouvelle réunion au format trilatéral entre l'Ukraine, les États-Unis et la Fédération de Russie a été confirmée. Selon le président Volodymyr Zelensky, elle aura lieu dès la semaine prochaine. Le chef de l'État a indiqué que les négociations devaient se tenir mardi et mercredi en Turquie. Cependant, elles ont été reportées à l'initiative de la partie américaine en raison de la guerre au Moyen-Orient. Le seul point positif de toutes ces pistes de négociation, il y en a en fait deux. Comme je l'ai dit au début, l'Ukraine montre qu'elle est prête pour la diplomatie et qu'elle est prête à faciliter tous les efforts diplomatiques pour que la guerre de la Russie contre l'Ukraine se termine. Et le deuxième aspect est que nous essayons de maintenir le soutien des États-Unis d'Amérique. Un autre point positif des négociations est que nous avons tout de même réussi à débloquer l'aspect humanitaire. Un échange de prisonniers est en cours. Personne ne se risque aujourd'hui à prédire les résultats de cette nouvelle rencontre. Selon les analystes, beaucoup dépend maintenant du succès de l'opération des États-Unis et d'Israël au Moyen-Orient, ce qui permettrait de parler à la Russie en position de force. La Russie est en feu, l'empire de Poutine s'effondre en direct, Bryansk est rayé de la carte militaire, Moscou se prépare au chaos, c'est un point de non-retour, la Russie est déchirée par une vague de désastres. Un jour sombre est arrivé pour le dictateur. Il enterrera tous les espoirs du Kremlin, tous les détails de l'effondrement russe. Regardez. L'usine Kremny L de Bryansk, qui produit l'électronique des missiles et drones, a été frappée par des Storm Shadow. L'impact fut tel que les ateliers détruits ne pourront certainement pas être reconstruits de sitôt. Oh là là là, oh mon Dieu, putain de merde. Mais les pires fléaux pour les Russes surviennent au pays, sans même l'intervention de l'armée ukrainienne. Par exemple, l'effondrement massif des toits qui a débuté dès que la neige a commencé à fondre. Et voici un nouveau reportage sur un toit écroulé sous le poids de la neige.
Depuis février, nous signalons des effondrements dans plusieurs districts de la région de Nijni Novgorod. Cette semaine, un reportage chaque jour, école à Kniagouinino, centre culturel à Zavoljie, entreprise à Voskresenskoye. Aujourd'hui, notre reportage est à Navachino. Le toit d'un immeuble d'habitation s'y est effondré. C'est la même histoire en République de Mordovie. Les toits s'écroulent jour et nuit sur les gens qui s'abritent chez eux contre le froid. On n'a pas vu le toit tomber. Quand on a regardé par la fenêtre, le toit était déjà comme ça, comme vous voyez. Il y avait quelqu'un dehors. Malheureusement, je ne saurais dire qui c'était. Il a même crié, un homme, je crois, parce que c'était terrifiant, vraiment terrifiant. C'est ainsi dans chaque région russe ayant subi des chutes de neige anormales cette année. Personne n'a déneigé de l'hiver. La neige a d'abord coupé les câbles et enseveli les maisons, et maintenant elle les détruit. C'est l'apocalypse à Elista. Plus d'électricité, plus d'eau, rien ne fonctionne nulle part. Dans la région de Tver, il n'y a plus de courant depuis presque 48 heures. Pas d'eau, rien, il n'y a absolument plus rien. Si quelqu'un connaît des gens de chez Rossetti, envoyez-leur ma vidéo. Des gens meurent ici, ils gèlent sur place. Vous êtes normaux ou quoi? Aucune équipe de secours ne vient ici. Toutes les routes sont bloquées. Les gens ne peuvent plus sortir. Ça y est, la dépanneuse est coincée. Comment la sortir de là? Aucune idée. Elle est posée sur les essieux. On n'a même pas atteint la panne, elle est tout là-bas. Pour les résidents de cette entrée, je ne sais pas s'ils ont de la chance, mais ils n'auront aucun effort à faire pour rentrer chez eux. Il suffit de s'asseoir sur les fesses et de descendre. Sur les pieds, sur les fesses plutôt, et on y est. À quoi ça ressemble de l'intérieur? Un petit trou. C'est une véritable prison de neige pour les gens. On dirait qu'entrer dans l'immeuble n'est pas un problème. Mais pour remonter cette pente, glisser sur les fesses, c'est facile. Putain, ça y est, la liberté, la vraie liberté, c'est incroyable. À Belgorod, le chaos se poursuit et le gouverneur Gladkov, avec un bouquet de tulipes, a décidé de dire qu'il voulait une vie calme et paisible pour élever ses enfants. Alors, peut-être est-il temps de retirer les troupes d'Ukraine ? Encore un bombardement massif de missiles sur la ville de Belgorod, des frappes massives sur les installations énergétiques, les équipes de secours sont déjà sur place. Mais malgré cela, les hommes achètent des fleurs dans les magasins de fleurs. Et bien sûr, on voudrait qu'il y ait le plus possible de jours heureux, ensoleillés, doux et chaleureux, pour que tous les soucis passent non pas au second, mais au 10e plan, pour que nous ne fassions qu'élever nos enfants, construire des écoles et nous réjouir de voir fleurir notre magnifique région de Belgorod. Pendant ce temps, Sotchi se prépare à la saison estivale des catastrophes. Il y a déjà des séismes, certes bien moindres que celui de l'an dernier au Kamtchatka, mais ce n'est qu'un début. Oula, ça tremble un peu. Ça tremble, Marina, calme-toi. Marina, du calme, tout va bien, tout va bien. Chers amis, je vous rappelle que nous vivons au Kamtchatka. Éloignez-vous. Et les inondations arrivent, elles qui causent chaque année des centaines de victimes et des milliards de pertes. Mais les autorités russes font comme si de rien n'était. Ma cour est toute sous l'eau. C'est rien là-bas. Les immeubles de 5 étages sont inondés jusqu'aux fenêtres. Juste jusqu'aux fenêtres. Cette nuit, ils ont évacué tout le monde, cassé les vitres et fait sortir les gens par les fenêtres. Les rez-de-chaussée sont inondés. Le ministre des situations d'urgence de Russie, il ne manquerait plus qu'ils invitent Poutine ici. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, maman chérie? Maman, qu'est-ce qui se passe? Mince alors, ça c'est vraiment l'horreur, je n'ai jamais vu un truc pareil de toute ma vie, c'est incroyable. Je ne sais même pas quoi dire, c'est tellement choquant. Et là on est dans la voiture, regardez ce qui se passe sur la rue Donskaya. C'est vraiment un truc de dingue. Et là on a déjà de l'eau dans la moitié de l'habitacle. C'est incroyable, c'est vraiment quelque chose.
On est assis là, voilà, ça arrive jusqu'au... Regardez ce qui se passe là-bas. Oh là là, c'est tout de l'eau. Les habitations des simples citoyens russes s'effondrent comme des châteaux de cartes. Et non pas à cause de la guerre ou des bombardements, mais de phénomènes naturels ordinaires qui surviennent chaque année. Et que les autorités ne tentent même pas de prévenir ou de compenser car tout l'argent a déjà été dépensé dans des missiles. C'est tout. Eh bien, pour plus d'autres nouvelles brûlantes du front, regardez le prochain numéro.